Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Il est 8h47, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner de l'actu ce matin avec Natacha Polony, Éric Revel et Philippe Bilger. Bonjour Philippe, on vous a pas vu ce matin. Bonjour, bienvenue. Alors on va revenir dans un instant évidemment sur cette grève et les régimes spéciaux parce que ça fait beaucoup réagir. Ce sera d'ailleurs notre grand débat aussi à 9h30. Peut-être quand même sur l'affaire Richard Ferrand. Natacha Polony qui est en ligne avec nous. Que pensez-vous? Est-ce que Richard Ferrand peut rester véritablement au perchoir, Natacha? Non mais pour n'importe quel citoyen, c'est totalement incompréhensible. Il a démissionné de son poste de ministre alors qu'il n'était pas mis en examen parce qu'il ne pouvait plus, disait-il, exercer sereinement ce ministère. Ça a été le cas aussi de François Bayrou. Et maintenant qu'il est mis en examen, il peut rester quatrième personnage de l'État. C'est totalement aberrant. Et il y a là quelque chose, en plus, qui est d'autant plus inaudible que c'est une affaire, celle de la mutuelle de Bretagne, qui concerne, on verra la question de la légalité, mais d'un point de vue moral, ça pose un problème. Ça relève des petites, de quelque chose qui est un petit arrangement et qui va creuser encore un petit peu plus cette faille qu'il y a entre les citoyens et les gouvernants. Oui, Philippe Bilger. Je note que tout de même Richard Ferrand, depuis le début, n'a jamais été lâché en quelque sorte judiciairement. Il a tout eu et c'est normal s'il est coupable de quoi que ce soit. Moi, ce qui me choque, c'est moins le fait qu'il décide de rester alors qu'il est mis en examen, que l'espèce de solidarité corporatiste, de soutien amical et partisan qui est accordé d'emblée à Richard Ferrand, de la part du président jusqu'aux députés et encore le Premier ministre hier. Ils ne connaissent rigoureusement rien à la procédure et pourtant ils valident comme ça son maintien. C'est-à-dire ils disent on lui fait confiance. Oui, mais ça c'est dangereux parce que ils ne connaissent pas le dossier et je dirais faire passer un soutien amical avant, je dirais presque une décence démocratique, c'est tout de même très préoccupant. Oui, Éric Revel. Alors moi je comprends l'irritation contenue de Philippe Bilger, mais moi je pense que dans toute opération de cette envergure, il s'agit du quatrième personnage de l'État, je pense qu'il y a une fusée de communication à plusieurs étages. Je vais essayer de m'expliquer. Je pense que le président de la République, dans un premier temps, ne peut pas donner l'impression dès le lendemain qu'il lâche un fidèle, en l'occurrence le président de l'Assemblée nationale. En revanche, je pense que si les choses continuent, la pression va monter autour du président de l'Assemblée nationale. N'oubliez pas qu'il va faire voter une loi de bioéthique. Vous imaginez, loi sur la bioéthique. Président de l'Assemblée nationale. Les gens vont dire, vous parlez d'éthique. Donc, très compliqué. En revanche, la pression va être telle que je pense que l'homme, Ferrand, ne pourra pas rester indifférent à cette pression, et ça c'est le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire il va dire peut-être la pression est trop forte, je pars, mais ce ne sera pas le président de la République qui lui aura demandé de partir, donc il restera dans son cercle, mais je ne vois pas également comment Monsieur Ferrand peut rester longtemps. Oui, absolument. Alors, Natacha Polony, oui. Juste un mot, le président de la République n'a pas à lui demander de partir, et c'est d'ailleurs ce sur quoi joue actuellement l'exécutif, la fameuse séparation des pouvoirs. Et là où je rejoins totalement Philippe Bilger, c'est que le Premier ministre hier l'a dit, c'est le copain du patron. C'est-à-dire, à titre amical, la phrase d'Édouard Philippe est en effet totalement aberrante. À titre amical, je le soutiens. Donc, en gros, politiquement, c'est intenable, mais comme c'est un ami, ça va. Tout ça est dingue. En revanche, en effet, c'est à Richard Ferrand lui-même de tenir compte de ce qui est établi depuis des années, à savoir ce fameux discours qu'on nous tient. On ne voit pas pourquoi il serait à géométrie variable sur la capacité d'un homme politique à accomplir ses fonctions quand il est mis en examen. Quand c'était François Fillon, c'est curieux, le même Richard Ferrand a expliqué qu'on ne pouvait pas garder cet homme parce qu'il était mis en examen et que c'était évidemment la preuve de quelque chose d'atroce et d'une perte totale de possibilité d'exercer une fonction. Non mais on rêve. Ça vous fait réagir d'ailleurs. C'est Sébastien qui est avec nous d'Étampes. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous, vous allez bien? Bonjour, oui, bien, très bien, merci beaucoup. Donc en fait voilà, moi je voulais passer un message un peu différent de ce qu'on entend tous les jours. Je trouve que notre société, elle manque d'amour.
Voilà. Ça manque Alors, d'amour, ouais, c'est vrai. ça manque de partage, ça manque de soutien. Tout le monde s'écharpe, tout le monde se crie dessus, tout le monde s'insulte, on s'entretue. Et c'est un peu de notre faute aussi parce qu'on vote pour des hommes politiques hyper égocentriques, égoïstes. Mmh. Ils sont tous égoïstes, égocentriques, qui regardent que leur nombril. Il y a peut-être que Hollande qui n'arrive plus à avoir son nombril. Mais en fait, c'est triste, quoi. Vous voyez, Monsieur Macron, il aime que lui. Il nous aime pas, nous, il s'en fout. Ce qu'il fait, c'est qu'il enrichit ses amis et il enlève aux pauvres. Quelqu'un de bien, il donnerait aux pauvres et il enlèverait un peu plus. Enfin, la société est inversée dans notre société et ça fait un peu mal. Et je pense que moi qui suis sur la route, car je suis conducteur routier, je le vois, les Français, ils sont à bout. Ouais. La société nous met à bout parce qu'elle n'est pas juste. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de partage, enfin c'est devenu vraiment triste et vraiment ça va faire des ravages dans les années. Et ça se retrouve par exemple dans l'affaire Ferrand, vous Sébastien. L'affaire Ferrand, moi ça me paraît pas anormal. On a l'habitude, ils magouillent tous, mais ils ont raison de magouiller. Nous on est là, les ouvriers, ceux qui travaillent à gagner 1500 balles, mais eux ils peuvent s'enrichir, mais qu'ils le fassent. Pourquoi il le ferait pas? Sébastien, Philippe Bilger va Sébastien, je le dis avec beaucoup de gentillesse, vous réclamez de l'amour dans la société, mais vous-même, dans vos propos, vous n'en manifestez guère. Parce que je trouve que votre dénonciation globale est tout de même un peu excessive. Les politiques ne sont pas à ce point catastrophiques. Tous, oui, c'est ça. Ouais. Sébastien. Mais bien sûr que si, Monsieur Bilger, vous, à votre point de vue, sans être jaloux, je vous envie, parce que vous pouvez vous coucher tranquille, vous avez tout ce qu'il faut en argent derrière vous. Bon, vous pouvez dire ce que vous pouvez. Vous connaissez ma situation? Mais non, mais attendez, laissez-moi finir, vous allez comprendre. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a les politiques qu'on mérite. D'accord. La famille Balkany, ils n'ont pas arrêté de magouiller. Les gens ont quand même voté pour eux. Monsieur Macron, il a magouillé avec Benalla, etc. Il démissionne pas, on fait rien. D'accord. Et j'en passe des magouilles, mais on fait rien. On continue à voter pour eux. Pourquoi vous voulez que je crie après eux? Tant mieux pour eux qui magouillent. Qu'ils continuent à nous voler, qu'on continue à payer des impôts pour les riches, et ça sera toujours comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On pourra débattre 2 heures sur le plateau et des millions de Français pourront entendre ce que je dis. Ça va changer quoi? On fait qui? On vote pour qui? On fait comment pour changer ça? Dites-moi. Ouais. En tout cas, Natacha Polony, ce que dit Sébastien, qui est avec nous, et puis ce que pensent sans doute aussi d'autres auditeurs, les avis sont partagés, mais d'autres auditeurs, c'est que cette affaire, comme vous le disiez, Ferrand n'arrange pas et n'est pas très compréhensible et perceptible, évidemment, sur le terrain par les Français, quoi. Je vais vous dire ce que nous dit Sébastien à travers cette idée qu'il faut de l'amour. En fait, la question n'est pas celle de l'amour, la question est celle de l'existence d'une communauté nationale. C'est-à-dire, est-ce que nous avons le sentiment de vivre dans la même société et de partager un destin commun? C'est ça la cité au sens grec du terme, c'est-à-dire quelque chose de politique. Vous avez des citoyens qui décident. Mais à partir du moment où il y a cette impression qui s'est installée depuis des décennies que de toute façon, les citoyens ont beau dire ce qu'ils veulent, les politiques qui sont faites ne sont pas celles qu'ils réclament, parce qu'il y a des experts qui savent mieux qu'eux, parce qu'il y a l'économie qui doit dicter le politique. À partir de ce moment-là, tout se délite. C'est-à-dire que vous avez des élites qui, de toute façon, n'ont plus les mêmes intérêts que le reste du peuple. Ce sont des élites qui ont intérêt à ce que ce système de dérégulation généralisée fonctionne parce que ça les sert. Or, ce sont ces élites qui ont les leviers. Donc, ça crée forcément non seulement une rupture entre les élites et le reste des citoyens qui est tragique, mais ça crée aussi des haines et des frustrations dans l'ensemble de la société. Et c'est ça que nous voyons. Et moi, je suis d'accord, c'est très inquiétant de voir une montée des tensions, une haine dans la société tous les jours, et je pense que c'est le résultat de cette impression qu'ont les gens que de toute façon ils n'ont plus rien à partager avec leurs voisins. On aura la réaction d'Éric Revel dans un instant. Vous nous appelez, et vos appels, 0826 300 300 si vous aussi vous voulez, comme Sébastien, vous exprimez sur l'antenne. C'est à vous. Parlons vrai sur Sud Radio. Oui, sur ces sujets, c'est-à-dire Richard Ferrand, est-ce qu'il peut vraiment tenir le devoir d'exemplarité qui avait été évoqué? Où est-il
difficile, justement. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous êtes d'accord pour que, tant qu'il n'a pas été condamné, qu'il reste quand même à son poste. Et puis, les régimes des retraites, ça divise beaucoup, d'ailleurs. C'est 58-42. Oui. 58, oui, il faut supprimer les régimes spéciaux des retraites, mais finalement, c'est beaucoup plus partagé que certains ne pouvaient le supposer. Nous allons voir ça tout à l'heure avec vous. Avec nos invités. 8h57, on est ensemble jusqu'à 10h. Et nous poursuivons jusqu'à 10h, évidemment, nos débats sur Sud Radio. Tenez, tout à l'heure, à 9h45, on va parler de quelque chose d'assez original. Pas avec Philippe Bilger, même s'il va aller le pratiquer ce soir, c'est le paddle. Alors, le paddle, oui, parce que les gens confondent aussi, et c'est vrai, pour les néophytes, il y a deux paddles. Il y a le paddle, que l'on peut pratiquer sur une planche, en fait, en mer ou sur un fleuve. Et puis, il y a ce jeu qui ressemble à du tennis, qui est entre le tennis, le squash et la pelote basque. Et là, il y a une exhibition pendant tout le week-end. C'est l'Open de France, le Critérium, qui est à Toulouse, place du Capitole, tout le week-end. Et vous y serez avec Christophe Bordet pour les vraies voix ce soir. Oui, mais il prétend me faire jouer, je refuse. Oui, alors, non, mais vous n'avez pas testé quand même. C'est un plus petit terrain de tennis. Et ça commence en fait à bien cartonner, 60 000... mais sûrement. Mais vous voulez que je me couvre de ridicule? Non, mais je suis sûr que moi, en petit short avec des petites baskets, vous seriez ravissant. Bon, nous en parlerons donc tout à l'heure à 9h45 avec l'organisateur de cet Open de France, du circuit qui est aujourd'hui donc à Toulouse. Et puis dans un instant, cette question, faut-il supprimer les régimes spéciaux de retraite, avec Jean-Noël Barrot, député Modem des Yvelines, et Joseph Tounel, vice-président de la CFTC, et puis les auditeurs avec pour l'instant des avis qui sont assez partagés. C'est du 58-42. On revient aussi avec vous, donc on en parlait avec Natacha Polony, Sébastien qui était avec nous, un auditeur en ligne, et vous, Éric Revel et Philippe Bilger, sur Richard Ferrand et cette histoire. Alors, Sébastien était dans l'ironie tout à l'heure, en disant oui. Il demandait de l'amour, justement. Il demandait de l'amour, mais en même temps, vous, Philippe Bilger, vous disiez oui, dans vos propos, vous n'avez pas que de l'amour. Mais vous comprenez en même temps cette détestation, finalement, du monde politique et de l'écœurement qu'il y avait aussi dans ses propos. Je comprends, mais j'ai très peur d'une mécanique qui, en définitive, détruit toute possibilité de confiance en même temps que la société la souhaite. Je comprends totalement l'irritation collective, ça il est clair, mais je me demande si la société, les citoyens, ne devraient pas en quelque sorte eux-mêmes mettre un peu de mesure et de modération dans leur détestation, sinon on n'arrivera à rien. Mais Philippe, moi j'ai écouté Sébastien avec beaucoup d'attention comme vous. Il affiche un espèce de cynisme tragique. Alors ce cynisme tragique, il est largement partagé par la population, Philippe. Sûrement. Il y a beaucoup de gens qui, sans être dupes de ce qu'il raconte, vivent au quotidien des situations de détresse tellement exorbitantes, qui n'ont plus, si j'allais dire, que l'humour et l'amour, comme il l'a dit, pour essayer de se trouver un destin au quotidien meilleur. Et je regrette, mais j'entendais aussi Natacha tout à l'heure, évidemment, les expressions, on les connaît, faire société, donner du sens. Mais pardon, sans rentrer dans un populisme de mauvaise aloi auquel je ne veux pas me résoudre, mais c'est pas ce qui donne plus de pouvoir d'achat aux gens ou une meilleure condition. C'est ça le sujet. Et le cynisme tragique de Sébastien, pour moi, traduisait, avec un certain recul finalement, et avec un certain humour, quand il en a appelé à l'amour, traduisait cette impression. Sauf, Eric, que les gens, et là je ne vous rejoins pas, ils sont dupes de leur détestation. Et celui qui cherche à persuader que la classe politique, par exemple, n'est pas cette caricature odieuse, eh bien, n'est pas écouté. Ils sont dupes de l'image catastrophique qu'ils diffusent sur la politique aujourd'hui. Là-dessus, je suis d'accord. Et une image catastrophique aussi, on attend aujourd'hui si Patrick Balkany ira en prison. Il a contribué quand même qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, qu'il est... Il a balkanisé la classe politique. C'est vrai. C'est clair. Ça, c'est l'impression qu'une forme d'immunité a existé durant des années. Et en même temps, c'est terrible pour ces gens-là. Ils sont condamnés bien avant le procès et ce serait terrifiant. Enfin, moi, je ne connais pas à fond l'affaire. J'imagine les indignations si, par exemple, ils n'étaient pas condamnés à une peine substantielle. Est-ce que Elisabeth Lévy posait la question tout à l'heure en dialoguant, est-ce que ce détournement d'argent, donc s'il est avéré, a priori oui, mérite de la prison ferme?
vous, l'ancien magistrat. Non, mais moi, je dirais oui, tout en étant peut-être plus mesuré si j'étais en charge de cette affaire, parce que j'ai tendance à considérer que plus on a de pouvoir, plus de privilèges, tout à fait légitime par certains côtés, plus la justice doit être sévère. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est la justice pour tout le monde, de la même manière, oui, mais à hauteur de ses droits, de ses responsabilités, Patrick, et de son pouvoir. Mais Patrick, vous avez dit un mot juste, c'est que on attend l'exemplarité. Et alors, c'est à mon avis la grande dichotomie, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen devant la justice de ce pays, on est dans une république, a les mêmes droits et risque les mêmes peines. Mais l'opinion publique, elle, c'est pas ce qu'elle attend. Elle attend sur le cas Balkany de l'exemplarité. Alors qu'en réalité, moi non plus je connais pas le dossier, mais Monsieur Balkany doit être traité par définition comme n'importe quel justiciable devant un système judiciaire. Sinon, c'est de la justice d'exception. Rien de pire que la justice pour l'exemple. Rien de pire. Exactement. Exactement. C'est ce que vous venez de dire. Pas du tout, Patrick. Vous avez dit... Moi, je dis que la justice est du singulier, mais qui doit appréhender la situation et le statut de chaque prévenu. Ça n'est pas la même chose d'avoir commis ce qui est reproché à Balkany, ou alors d'être Monsieur Dupont qui n'a pas un copec et qui vole quelque chose. La justice, elle a à appréhender les statuts, les positions, les situations dans la société. Ça n'est pas une justice pour l'exemple. C'est effectivement différent. En tout cas, on arrive au terme de ce feuilleton, probablement Balkany, quand même, qui, vous l'avez dit, a balkanisé complètement la vie politique. Et il y a eu quelques autres exemples, mais celui-ci a été plus que symbolique, en fait, d'une certaine vie politique pendant des années où les affaires encore une glissaient. Parce que le personnage s'y prête aussi. C'est-à-dire que l'attitude de Patrick Balkany, ce côté grande gueule, ce côté tonton flingueur, l'homme au cigare, le monsieur Afrique de Sarkozy, en fait, tout ça a créé une espèce de fantasme incroyable autour du personnage qu'il s'est construit lui-même et sur lequel il est responsable. Il appartient à la justice, évidemment, sur le fond, de nous dire s'il a truandé ou pas, mais en fait, il a participé, me semble-t-il, lui-même à se mettre en avant et à recevoir la lumière des médias. Et aujourd'hui, il prend une espèce de boomerang supérieur. S'il était un personnage d'1m70, passe-muraille, qui ne la ramenait pas, bon, il n'y aurait pas une vindicte, il n'y aurait pas une soif populaire à son encontre. Mais il a construit ce personnage, vous l'avez vu, avec son cigare, ses bretelles, enfin bon. Et ces politiques qui se sont sentis aussi inatteignables, peut-être attaquables, mais inatteignables à un moment donné. Mais vous avez raison. On l'a vu dans le cadre de notre ancien ministre du budget également, donc qui a plongé aussi, quoi. Je veux dire, ça ne doit pas entraîner de notre part une sorte de sentiment d'indulgence, mais il y a des années, il y a des politiques qui transgressaient des règles parce qu'ils étaient persuadés que jamais ils ne seraient poursuivis. C'est ce que disait le magistrat Serge Portelli l'autre fois sur un plateau. Il disait, mais il y a des décennies et des décennies, tous les politiques passaient au travers. Donc en fait, il faudrait que les gens comprennent qu'aujourd'hui, s'il y a des cas, et pas majoritairement, de politiques qui sont rattrapés par la patrouille, si vous regardez il y a 10 ans ou 20 ans, il n'y en avait aucun. Donc moi je dis qu'on progresse sur ce chapitre-là. En fait, on ne permet plus rien, et c'est tant mieux, aux hommes politiques qui sont élus, et c'est tant mieux, mais c'est pas pour autant qu'il y a 3-4 décennies, mon cher Philippe, il se passait rien dans la classe politique. Alors le progrès définitif, à mon avis, sera lorsqu'on aura bien intégré ça, qu'on sortira d'une sorte de puritanisme éthique qui met absolument tout sur le même plan. Bon, on ne peut pas aller à une transparence en fait totale aussi. On en parlait avec Olivier Dussopt ce matin, le secrétaire d'État et le ministre qui était avec nous. Cécile lui posait cette question justement de la transparence. Lui-même était un peu gêné parce que chacun, on a tous quelque chose à se reprocher, effectivement. Petit ou grand. Non, mais petit ou grand, bien sûr, à un moment donné. Non, mais puis on ne sait pas.
sur la définition du mot exemplarité, vraiment. Non, mais les zones d'ombre, c'est une chose, mais même des petites choses, qu'on n'a pas tout bien déclaré à un moment donné. Enfin, et c'est ça qui est assez terrible, quoi. Bon, dans le cas de Richard Ferrand, c'est quand même un peu différent. C'est quand même un peu utiliser cet argument-là, mon cher Patrick. Dans le cas de Richard Ferrand, semble-t-il, on ne peut pas utiliser l'argument que vous venez d'utiliser. Oui. C'est-à-dire, oui, parce que si vous voulez, enfin, on va pas revenir dans le détail sur cette affaire, mais il y a quand même un paquet de présomptions de faits qui montrent quand même qu'il va avoir du mal, me semble-t-il. Enfin, tel que je comprends le dossier. Très bien dit. Non. Je rappelle quand même, on va conclure peut-être ça, mais c'est Richard Ferrand lui-même qui avait tweeté quand il y avait eu l'affaire Fillon. Nous disons à François Fillon qu'il a définitivement perdu toute autorité morale pour diriger l'État et parler au nom de la France. Il avait raison. Oui, mais Patrick, je me demande si c'est cette déclaration de Ferrand qui fait le plus mal aujourd'hui, ou celle de Fillon à l'époque qui avait dit, est-ce que vous imaginez le général de Gaulle mis en examen? Attendez. C'était avant. C'était avant. Je veux dire, dès l'instant où Fillon dit ça, je vois pas comment, étant mis en examen, il peut rester. Bien sûr. Quelle que soit la déclaration de Ferrand. Éric, elle est terrible. Non, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais si, je veux dire, Fillon, il a été pris. Bien sûr que ça n'efface pas la déclaration de Ferrand. Mais enfin, cette déclaration de Fillon disant, imaginerait-on le général de Gaulle mis en examen? Voilà, très bien. Et c'est dommage, c'était tellement juste, pourtant. Oui, et Richard Ferrand, dans un autre tweet, il avait dit: une droite voudrait que soit placé dans nos mairies et nos écoles le portrait d'un homme mis en examen qui a perdu toute autorité morale. Voilà. Bon, merci en tout cas à tous les deux, tous les trois aussi avec Natacha Polony pour ce petit déjeuner en fait de l'actualité où comme chaque matin on décrypte et puis évidemment vous avez vu, non mais c'est bon pour le régime parce qu'il y en a peu. Voilà, mais il y a la fontaine d'eau qui est là évidemment.